Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Steve Hanke, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Steve. Ravi d'être avec vous, Nima. Je vais commencer par la situation actuelle de la guerre. Le conflit s'aggrave et on assiste à une nouvelle escalade avec des attaques contre les infrastructures, y compris les infrastructures civiles. Concernant les ponts en Iran, plusieurs ont été touchés, au moins 7, autour d'une ville appelée Bandar Abbas, dans le sud du pays. C'est une zone très importante pour la marine iranienne, car elle leur permet de contrôler le détroit d'Ormuz. C'est pour cette raison qu'on essaye d'isoler cette ville. Mais la géographie joue un rôle essentiel. D'après ce que je comprends, il est en réalité impossible d'isoler complètement cette ville à cause de sa configuration géographique. Peu importe le nombre de cibles qu'on frappe. Les ponts sont un élément complexe dans cette situation, mais cela ne rendra pas l'accès à la ville impossible. Et l'autre point, ce sont les attaques contre les usines de dessalement. En Iran et au Koweït, au moins les deux parties ont confirmé que des installations de dessalement avaient été touchées. On a aussi reçu des rapports sur les réseaux électriques, et le blocus est de retour dans le détroit. Aucun de ces pétroliers n'a pu passer. Il y en avait encore quelques-uns qui traversaient le détroit d'Ormuz ces 2 derniers jours. Et beaucoup d'entre vous ont au moins entendu parler d'attaques contre des pétroliers ou de navires touchés par des missiles, des drones ou des mines. Voilà la situation dans le détroit d'Ormuz. Quelle est selon vous la logique de Donald Trump? Quel est son objectif principal, s'il en a vraiment un en tête? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait la moindre justification à cette escalade. C'est une décision irrationnelle de Trump, mais à mon avis, elle est probablement entièrement dictée par Israël, parce que, du point de vue américain, c'est illogique. Pourquoi vouloir s'impliquer dans une zone qui risque fort d'entraîner des accusations de crimes de guerre? C'est déjà un premier point. Et à cause de ça, on se retrouve aussi empêtré dans une situation où nous, les États-Unis, du point de vue américain, sommes en train de nous faire beaucoup d'ennemis à l'international. Dans une perspective plus large, on voit bien que l'image des États-Unis dans le monde s'est effondrée. Elle a chuté très bas. Et maintenant, la Chine est passée devant. L'approbation internationale de la Chine est plus forte à un niveau plus élevé que celle des États-Unis. Du coup, Trump est en train de se faire beaucoup d'ennemis pour les États-Unis. Les dégâts collatéraux en termes de réputation sont énormes. Ça, c'est un premier coup. Le deuxième, évidemment, hier, il n'y avait aucun pétrolier. 0. Pas un seul n'est passé. Le détroit est fermé, point final. Et ça veut dire que le marché du pétrole entre maintenant en jeu. Tout ça fait grimper les prix du pétrole. Bien sûr, ils ont déjà beaucoup augmenté la semaine dernière depuis le début de cette campagne de bombardement. Les prix du pétrole ont fortement grimpé et les produits raffinés encore plus. Et bien sûr, le coussin qu'on utilisait jusque-là, il y a 2 flux qui entrent, disons, dans le tableau final du marché. Comment l'offre entre-t-elle en jeu? Eh bien, elle peut venir du pétrole qui a été mis en stock, puis qui en sort, et ça, c'est une source d'approvisionnement. Et puis, il y a les flux nouveaux, qui viennent directement du pétrole brut encore sous terre, dans les réserves. Donc, les stocks constitués par l'homme ont été réduits à un niveau très bas, partout. Là, on parle uniquement de pétrole brut. Et on peut le constater en regardant les marchés. Il existe ce qu'on appelle une courbe à terme. Cette courbe montre le prix du produit, du pétrole, depuis le marché au comptant, pour une livraison immédiate, jusqu'à des livraisons prévues dans 1 an, voire 2 ans. Et quand cette courbe prend cette forme, avec le prix au comptant plus haut que le prix à terme,
On dit que le marché est en backwardation. Et ça n'arrive pas très souvent. Sur les 20 dernières années, dans le pétrole, ça ne s'est produit qu'environ 5% du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les stocks sont très bas et que les gens sont prêts à payer un prix élevé, une sorte de prime pour une livraison immédiate plutôt qu'une livraison dans le futur. Donc la courbe fonctionne un peu comme un marché du prêt. Quand les stocks sont faibles, c'est comme si on empruntait au futur pour ramener du pétrole dans le présent. Et à cause de ça, on sait que les réserves sont très basses. Et c'est quelque chose que le marché du pétrole commence à intégrer sérieusement en ce moment. Les prix sont encore plus élevés pour les produits raffinés comme l'essence, le diesel ou le kérosène, parce qu'ils sont encore plus rares. Alors pourquoi couper l'approvisionnement en pétrole brut avec ces attaques, faire grimper les prix et créer cette situation de backwardation alors qu'il y a déjà des pénuries et des stocks très bas? Ça n'a aucun sens. D'un point de vue économique, ça n'a tout simplement pas de sens. Et du point de vue militaire, d'après ce que j'en comprends, je ne suis pas un expert militaire, mais j'ai un peu d'intuition et je lis ce qui se dit. C'est très clair que ça ne mènera à rien. En réalité, l'Iran aura probablement un contrôle encore plus fort sur le détroit qu'il n'en avait auparavant. Et là, on ne parle que d'un seul détroit. Passons maintenant aux Houthis, en mer Rouge. En ce moment, une partie du pétrole quitte la région du Golfe en passant par l'oléoduc saoudien, qui débouche non pas dans le Golfe Persique, mais dans la mer Rouge. Et si les Houthis coupaient cette route, ce qui est tout à fait possible, ils en ont largement les moyens d'ailleurs. Déjà, le trafic des navires qui traversent la mer Rouge a été considérablement réduit. Je ne connais pas le chiffre exact à ce jour, mais c'est environ la moitié de ce que c'était. Et ils pourraient tout arrêter, complètement, s'ils le décidaient. Les Houthis le pourraient. Donc, les États-Unis jouent avec le feu dans une situation qu'ils sont en train de perdre. Ils vont clairement perdre. Alors on se demande, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? À mon avis, c'est parce qu'ils reçoivent des instructions d'Israël pour que tout ça continue. Et on sait que Netanyahou, d'ailleurs, va venir à Washington ou aux États-Unis très bientôt, dans les prochains jours, pour redonner un peu d'élan à Trump. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Si on lit la presse, Israël a disparu. On n'en parle plus dans la presse occidentale. Israël n'existe plus, en quelque sorte. Mais en réalité, je pense qu'Israël tire pratiquement toutes les ficelles. Le seul acteur qui a une logique derrière ses objectifs, même si à mon sens c'est une mauvaise logique, ce serait Israël. Ils veulent détruire l'Iran. Ils veulent l'effacer de la surface de la Terre. Pour eux, le fait que les États-Unis continuent de frapper sans relâche, même s'ils sont impliqués dans des actions qui relèvent probablement de crimes de guerre, ça leur va très bien. Bien sûr, ça ne change rien pour Israël. Regardez ce qu'Israël fait à Gaza et au Liban, tous les jours. D'ailleurs, ça non plus, ce n'est pas rapporté. Dans la presse occidentale, on n'en parle pas. Moi, je publie sur X le nombre de morts chaque jour à Gaza. Et c'est un flux constant, environ 5 par jour. Hier, je crois que c'était monté à 14. Mais d'habitude, c'est 5 ou 6 personnes tuées chaque jour à Gaza. Oui. En fait, l'une des grandes questions en ce moment, c'est qu'Israël a déclenché cette guerre. Le cerveau derrière cette guerre, c'est Israël. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Vous avez mentionné le cas du Liban et de Gaza, mais avec la guerre, on ne parle plus d'Israël. Et Israël ne fait rien. Même s'ils ont demandé aux États-Unis de retirer leurs avions de chasse ou leurs avions ravitailleurs de Ben Gurion. Vous savez, c'est un ministre israélien qui l'a dit en Israël. Puis un peu plus tard, ils ont déclaré que non, ils pouvaient rester là pour le moment. On va voir ce qui se passe.
Mais au final, ce sont les États-Unis et l'Iran qui se battent dans un conflit qu'Israël a déclenché, alors qu'Israël était le principal promoteur de cette guerre. C'est incroyable, non? Et voilà que certains États arabes, les pays du CCG, coopèrent d'une manière ou d'une autre. Vous avez mentionné le cas du Yémen, par exemple. L'Arabie saoudite, sortie de nulle part, attaque le Yémen et essaie de les pousser à riposter. Quand vous les frappez à l'aéroport international de Sanaa, que vous touchez la piste, évidemment qu'ils vont répondre. Quelle est la logique derrière ça? Quel est le calcul du côté des pays du CCG? Ont-ils vraiment une stratégie de ce genre? Eh bien, encore une fois, j'ai du mal à comprendre la logique derrière ces actions. Pourquoi, par exemple, les Saoudiens voudraient-ils provoquer les Houthis maintenant, alors que la voie de contournement pour exporter le pétrole saoudien passe par où? Par la mer Rouge. Ils n'utilisaient pas ce pipeline en Arabie saoudite et maintenant il tourne à pleine capacité. Donc, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied, non? Franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense que le vrai élément perturbateur dans tout ça, c'est Israël. C'est là qu'il faut regarder. D'ailleurs, si vous regardez par exemple même la BBC et bien sûr Fox, tous les reportages sur ce qui se passe au Moyen-Orient, les journalistes, eux, sont tous à Tel Aviv. Tu regardes les infos de très près et tous les journalistes sont à Tel Aviv. Ça veut dire que tout est surveillé et qu'ils reçoivent toutes leurs informations des Israéliens. Donc, moi, je ne ferai pas confiance à ces reportages qui viennent de Tel Aviv, pas plus loin que je pourrais les lancer. Il faut lire d'autres sources et essayer de reconstituer le tableau soi-même. Au fait, tu as commencé en parlant de la guerre. En réalité, en ce moment, on n'a jamais eu autant de guerres dans le monde. Il y en a 65. 65. Les deux principales, bien sûr, sont au Moyen-Orient, et celle entre l'OTAN et l'Ukraine contre la Russie. Parce que oui, c'est bien l'OTAN. L'OTAN est clairement très impliquée dans cette guerre contre la Russie. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, surtout à propos des produits raffinés. Environ 25% de la capacité de raffinage en Russie a été mise hors service. La Russie était autrefois le deuxième plus grand exportateur de produits raffinés au monde, juste derrière les États-Unis. Et maintenant, elle a coupé ses exportations. Donc quand on regarde le marché des produits raffinés, même si, par miracle, le pétrole recommençait à couler depuis ses réserves naturelles, même si ce flux reprenait et qu'on recommençait à reconstituer les stocks artificiels qui ont été épuisés, même dans ce scénario, le marché des produits raffinés resterait très tendu. Parce que la capacité a été frappée en Russie et aussi dans le Golfe, où une grande partie des installations de raffinage a été endommagée. Ça va prendre du temps pour arranger ça. Alors, l'idée que les prix vont baisser du jour au lendemain, c'est juste un rêve. Ça n'arrivera pas. Et ça, c'est un autre élément qui entre en jeu dans la logique politique de tout ça pour Trump. La logique politique, elle, n'est pas là. Il joue une mauvaise carte, parce qu'en réalité, il fait monter les prix de l'essence. Et les Américains, eux, font très attention au prix de l'essence. C'est simple. Pas besoin de parler de courbes à terme ou de trucs compliqués. Les gens vont faire le plein 1 ou 2 fois par semaine, ils voient combien ça coûte. Et ça ne baisse pas. Imaginons 2 scénarios possibles. Le premier, c'est l'escalade, comme on la voit en ce moment. Les 2 camps se frappent mutuellement et à la fin, ça touche les installations pétrolières. Aujourd'hui, on a appris, d'après des médias iraniens très proches du gouvernement, que si les États-Unis attaquaient ce soir des infrastructures civiles en Iran, alors, pour protéger la vie des civils dans le pays, donc en Iran,
les aéroports de Dubaï et d'Abu Dhabi, ainsi que les ports de Fujairah et de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, devraient être évacués. En gros, ces deux ports sont essentiels pour les exportations des Émirats. Et si on prend ce scénario d'escalade de la guerre, où les installations pétrolières sont touchées, on sait aussi, comme vous l'avez mentionné, que la situation avec la Russie est assez critique, parce que l'Ukraine utilise ses drones pour frapper les raffineries russes. Et là, on voit bien la pénurie qui en découle. C'est pour ça que la Russie n'exporte pas, parce qu'elle essaye de gérer ses affaires internes, la situation énergétique à l'intérieur du pays. Et ça, c'est vraiment le pire scénario possible. Alors, selon vous, comment ça va évoluer, le prix du pétrole? Et à quel moment l'administration Trump dirait « Non, ça suffit, on va agir ». Souvenez-vous, pendant la guerre, 40 jours de guerre, au moment où l'Iran a attaqué les raffineries ou les installations de gaz naturel liquéfié au Qatar, c'est là que Donald Trump a réagi. Il a dit « C'est fini. Plus personne n'attaquera les installations pétrolières. On ne va pas laisser ces attaques continuer. » Où en est-on aujourd'hui? Parce que les nouvelles escalades qu'on voit arriver ne donnent pas l'impression que ce moment va venir de sitôt. Eh bien, vous posez une question qui suppose qu'il y a une certaine logique, une certaine précision, et qu'on peut calculer un chiffre, vous savez, quand le brut monte à $120 le baril, le Brent ou quelque chose comme ça. Mais là, la logique n'a plus cours. Il n'y a rien de logique. Je pense que tout ça est illogique. Donc vous me demandez d'essayer d'y mettre de l'ordre et d'en tirer une conclusion logique. C'est impossible. C'est le genre de situation où, vous savez, les vents de la guerre soufflent dans tous les sens. Alors c'est toujours risqué d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Avec Trump, c'est un peu comme un ouragan. Ça part dans un sens, puis dans un autre, puis encore dans un autre. Et c'est impossible à savoir. Alors une façon de prendre un peu d'avance. Bon, Trump a monétisé ses publications sur Truth Social. Et si on payait, disons, on pourrait se cotiser $50,000 chacun, 100 000, et on aurait quelques minutes d'avance sur tout le monde. Comme ça, on pourrait bidouiller un peu avec le marché et faire des transactions en ayant accès plus tôt aux infos de Trump. Franchement, tu parles d'un truc scandaleux. C'est vraiment au-delà de tout. Ce type est à vendre. Il vend tout. Grâce à sa présidence, il est devenu multimilliardaire, d'accord, mais ça ne lui suffit jamais. Je veux dire, il vend des casquettes, des montres, des chaussures. Franchement, c'est assez embarrassant. Si c'était pas aussi grave, ce serait presque risible. Mais malheureusement, ça l'est. On a déjà eu des scandales aux États-Unis. Bien sûr, vous connaissez ça aussi, au Brésil. Mais rien d'une telle ampleur. On a eu d'ailleurs, et c'était lié au pétrole dans le Wyoming, le fameux scandale du Teapot Dome. On peut le trouver très facilement. Il suffit de le chercher sur Internet ou avec une IA. Le scandale du Teapot Dome, c'était l'un des plus grands scandales de toute l'histoire américaine. Mais à côté de ce qui se passe aujourd'hui, ça ne fait pas le poids. C'est de la broutille. Et là, on touche à un autre aspect de la situation, la question de la légitimité de la démocratie aux États-Unis. Oui, je crois qu'il y a une page Wikipédia. Oui, voilà, Wikipédia. C'est à propos du scandale du Teapot Dome. C'est là. Ceux que ça intéresse peuvent aller la lire et voir ce qui se passait à cette époque. Absolument. Et c'est sans doute l'un des scandales les plus classiques aux États-Unis. Comme vous le voyez, on peut en trouver partout. C'est énorme. Mais en réalité, c'est minuscule. Voilà. Il y a tellement d'aspects négatifs là-dedans
que la liste est vraiment longue. aspects to it that it's the list is pretty long and it's pretty clear, by the way, no matter what happens. Et c'est assez clair d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, ça restera comme un énorme nœud coulant autour du cou de Trump, historiquement parlant. Parce qu'il faut se souvenir que c'était une guerre choisie. C'est les États-Unis qui ont déclenché la guerre. Bien sûr, dès le premier jour, Israël était là, en première ligne. Et maintenant, Israël, c'est comme un ange, on n'en parle plus du tout. C'est complètement sorti des infos. It's not in the news at all. Il y a deux scénarios possibles pour cette guerre. Selon la version que J.D. Vance ou Donald Trump essaient de nous vendre, tout tourne autour de l'ouverture du détroit d'Ormuz. On va le faire, on va l'ouvrir à cause du marché du pétrole. Les gens souffrent, les pays souffrent, donc il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. Ça, c'est le premier scénario. Et l'autre scénario, c'est que tout ça n'est qu'un geste politique, que tout repose sur une manœuvre politique, fondée sur une vision politique ou idéologique, qui les pousse ou les oblige à agir de cette manière. Quand on met ces deux éléments ensemble, quelle partie est la plus importante pour cette administration? Est-ce idéologique ou économique? Est-ce lié à l'économie? Est-ce la manière dont Donald Trump essaye de contrôler l'économie? Parce que si c'est le cas, ma deuxième question serait, comment comptez-vous rouvrir le détroit d'Ormuz alors qu'on se bat littéralement chaque nuit dans ce détroit et que tous ces pays s'affrontent en même temps? Qu'est-ce que c'est, au juste? Well, number one, if it was Alors, the first scenario, premièrement, si c'était le premier scénario, la guerre n'aurait jamais commencé, parce que le détroit était ouvert. Et avant la guerre, je ne pense pas que les Iraniens aient vraiment pris conscience du potentiel qu'ils avaient en contrôlant le détroit. Je suis sûr qu'ils y avaient pensé, d'accord? Mais en réalité, ils se sont rendus compte un peu par hasard qu'ils avaient une carte en main, une carte très importante. Ça, c'est arrivé après la guerre. Donc, dans le premier scénario, si on s'inquiétait de la libre circulation à travers le détroit et de tout ce qui va avec, la guerre n'aurait tout simplement jamais eu lieu. Quant à l'aspect idéologique, il y en a un peu, oui, à cause de la Révolution. there is some of that because of the revolution. And that is part of history. So there's and this is Et ça, c'est une partie de l'histoire. Tout ça s'est construit au fil des années. Après la Révolution, ils ont renversé le Shah, qui était l'homme des États-Unis et du Royaume-Uni, sur le trône. La propagande, l'éducation, disons-le comme ça, c'était que les Iraniens étaient les méchants. Le régime, c'était les méchants. D'accord. Donc ça, c'est un aspect. Mais je pense qu'il y a un troisième scénario dont personne ne parle vraiment. C'est une guerre de religion. C'est ça qui se passe. Et ça a des implications bien plus larges que simplement l'Iran et son régime. On parle ici du monde musulman. Et en face, on a un État religieux, l'État juif, Israël, qui mène la charge. the Jewish state, Israel, is leading the charge. So and we know very well what they have in mind. Et on sait très bien ce qu'ils ont en tête, le Grand Israël. It's no longer a On sait ce que c'est. Ce n'est plus un secret. Les gens comprennent l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et c'est simplement s'emparer de plus de territoire. C'est une opération immobilière. D'ailleurs, beaucoup de guerres le sont. Vous savez, j'étais étudiant à l'époque où j'étais en master, il y a bien des années, avec un économiste très connu qui s'appelait Kenneth E. Boulding. Boulding était un pionnier dans beaucoup de domaines, mais l'un d'eux, c'était la recherche sur la paix. Et Boulding disait toujours, en conclusion, qu'on n'aurait jamais de guerre si deux choses pouvaient être réglées une bonne fois pour toutes. We would never have a war if two things could be decided once and for all. Once was borders defined. Autrefois, il y avait des frontières clairement définies, et tous les États souverains qui acceptaient ces frontières s'engageaient à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres. Si ces deux conditions étaient respectées,
il n'y aurait jamais de guerre. Quand on regarde l'histoire des conflits, ils tournent toujours autour de disputes frontalières. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, c'est justement une dispute de frontières. Et il y a aussi beaucoup d'ingérence, parce que tout a commencé quand l'Occident a en gros organisé un coup d'État à Kiev. Oui. Donc, quand vous avez une frontière contestée et que des acteurs extérieurs s'ingèrent dans les affaires internes d'un autre pays, vous obtenez un cocktail explosif qui très probablement finira par une guerre, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, si on regarde les 65 conflits en cours dans le monde en ce moment, c'est presque toujours la même histoire. Il y a une question de territoire ou de ressources et de l'ingérence intérieure. Regardez le Venezuela. C'est une opération coloniale, une forme de dépassement impérial. Les États-Unis en ont le contrôle. Marco Rubio est le secrétaire d'État, dirigeant pratiquement le Venezuela. En économie, d'ailleurs, remap une peste négative instable. Let me bring the map of Laissez-moi vous montrer la carte de ces deux détroits, comme vous l'avez mentionné. L'un, c'est le détroit d'Ormuz, et l'autre se trouve près du Yémen, Bab el-Mandeb, comme on l'appelle. Le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, ce n'est pas seulement ces deux points-là. Si vous descendez vers le golfe d'Aden, vous voyez la Somalie. Là-bas, il y a des groupes qu'on appelle Al-Shabaab, très liés aux Houthis, aux Yéménites et à Saleh, comme on dit au Yémen. Ces deux zones sont étroitement connectées. Peu importe comment on regarde les choses, on ne peut pas s'en détacher. Si la situation s'envenime, ils peuvent vraiment compliquer la donne dans toute la région. Et il semble bien que nous nous dirigions vers ce moment-là. Et à partir du moment où tout ça, enfin, si les attaques reprennent, je veux vraiment insister là-dessus, les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les centrales électriques, c'est crucial, surtout avec les températures qu'on connaît en ce moment en Asie de l'Ouest, dans les États du Golfe, dans le sud et l'ouest de l'Iran. Les températures y sont extrêmement élevées en ce moment. Donc, les centrales électriques sont vitales pour ces régions. Et puis, il y a le dessalement. Toutes ces zones proches du golfe Persique, directement sur le littoral, dépendent de ces installations. Elles fournissent à peu près 80% de l'eau douce des États arabes. En comparaison, la dépendance de l'Iran au dessalement est d'environ 2%. Et ça, ce serait une énorme escalade de leur part. Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir, parce que ce n'est pas seulement une question d'eau douce pour leur propre usage. L'industrie en a besoin, et pas qu'un peu, pour de nombreux aspects de leur société. Mais le plus important, au fond, c'est l'eau nécessaire à leur survie. Quand on regarde la carte, j'ai du mal à croire que les États-Unis, même en agissant ensemble, disons qu'ils exercent une pression sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, puissent aller beaucoup plus loin. Quelle serait la prochaine étape pour eux? Qu'est-ce que ce serait? Imaginons qu'ils décident de frapper certaines usines de dessalement. Le lendemain de ces frappes, ça pourrait plonger la société dans un chaos total. Comment vont-ils gérer une situation pareille, si jamais ça se produit? Eh bien, c'est impossible à gérer. S'ils frappent vraiment les usines de dessalement, comme ils ont dit à la fin qu'ils le feraient, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas vivre sans eau. Et la plupart des États du Golfe obtiennent pratiquement toute leur eau grâce au dessalement. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, vous avez parlé de la Somalie et du Somaliland. Parlons-en une minute. Qui vient juste de reconnaître le Somaliland comme un territoire séparé
une région dissidente. Encore une fois, c'est une question de territoire, de possession. Le Somaliland veut faire sécession, et ils affirment être un État souverain à part entière. Et qui a été le premier à les reconnaître? Israël, premier point, et le deuxième, les Émirats arabes unis, qui en gros agissent dans l'intérêt d'Israël. Donc ça fait partie du tableau, et c'est un élément important. That's part of the picture, an important part. So if you go up the so-called escalation. Donc, si on monte ce qu'on appelle l'échelle de l'escalade, on commence simplement à faire entrer de plus en plus de ces éléments qui sont comme des bombes à retardement, prêtes à exploser. C'est fondamentalement ça le vrai problème. Toute la région est remplie de bombes à retardement déjà en place. Et si on monte cette échelle de l'escalade, le danger, c'est que ces bombes commencent à exploser les unes après les autres. Et à ce moment-là, il devient très difficile de prévoir ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. J'avais 5 éléments et j'ai appliqué la règle du 80-20, juste une approche très simple. En gros, je disais qu'on n'avait que 20% de chance, pas 80. 80%, ça voudrait dire que ça allait presque sûrement arriver. 20%, ça peut arriver, mais la probabilité reste faible. Le premier point, c'est désmemblement Mason d'Iroyen News. Freeing up the Strait of Hormuz. Put a 20% probability on that. Okay? Mettez une probabilité de 20% là-dessus. D'accord, ça c'est le premier point. 20% de chance pour le désarmement des outils. 20%. Ce serait déjà une chose. Autre chose, 20% de chance qu'Israël se retire à l'intérieur de ses frontières souveraines. Et ça veut dire sortir de Gaza, sortir du Liban, sortir de Syrie, des hauteurs du Golan. 20% pour ça aussi. Et si on fait la probabilité conjointe de ces trois événements, chacun a 20%. 20% multiplié par 20%, puis encore 20% multiplié par le résultat. On arrive à moins d'1% de chance, bien moins d'1%, que les choses se passent comme les États-Unis le souhaitent. C'est donc une autre raison pour laquelle l'illogisme de tout cet exercice, du point de vue américain, devient évident dès qu'on regarde simplement les probabilités. J'ai fait tous les calculs vraiment dans le détail, et le résultat, c'était à peu près 3/10 de 1% de chance de sortir gagnant au Moyen-Orient. Autrement dit, c'est une région dans laquelle on ne devrait pas s'impliquer. Les États-Unis devraient s'en tenir complètement à l'écart, quitter le navire, et simplement faire des affaires avec eux, entretenir des relations cordiales avec tout le monde dans la région. C'est évidemment la chose logique à faire. Mais il y a ces couches supplémentaires, et j'en ai mentionné une dont personne ne parle d'ailleurs, la religion. C'est une guerre religieuse. Et comme vous le savez, les guerres de religion, historiquement, ne s'éteignent pas rapidement. Alors pourquoi les États-Unis s'engagent-ils dans une guerre religieuse au Moyen-Orient? C'est la question que je poserai au président. Je pense que la situation actuelle avec la guerre est incroyable pour Israël. Parce que, d'après ma compréhension de la politique d'Israël dans la région, depuis au moins 2 décennies, c'est une politique du chaos, créer du chaos. Regardez la Syrie, ce qui se passe là-bas, c'est une forme de chaos. Regardez le Liban, c'est pareil. Gaza, la Cisjordanie aussi. Et même avec ces attaques contre l'Iran, et l'Iran qui attaque les bases américaines dans les pays du Golfe, tout ça, en fait, ça crée du chaos dans la région. Et Israël, pendant ce temps, reste un peu en marge de la guerre. Ils ne sont pas vraiment touchés par le conflit, du moins pour l'instant. Et en ce moment, ils font leur travail dans le sud du Liban, dans une ville qui s'appelle Chiam. Hier, un rapport indiquait qu'ils y construisent une base militaire. Si leur intention était vraiment de partir, de se retirer du Liban, ils n'iraient jamais aussi loin pour faire une chose pareille dans le sud.
Ça veut dire qu'ils prévoient de rester dans cette région. Il n'y a aucun signe montrant qu'ils vont quitter le Liban. Cela veut dire qu'ils vont continuer ce conflit entre Israël et le Hezbollah. Ce sera la même situation. Et pour la Syrie, c'est pareil. Les États-Unis, d'une certaine manière, participent aussi à entretenir ce chaos en Asie de l'Ouest. Je ne comprends pas non plus quel est l'objectif de semer le chaos pour les États-Unis. Parce qu'au fond, si l'économie mondiale fait partie de leurs préoccupations, il faut bien voir que ce que veut Israël va complètement à l'encontre de ce que vous cherchez au Moyen-Orient. En gros, vous voulez plus de prospérité pour votre économie. Et si c'est le cas, la prospérité des États-Unis, celle de l'économie américaine, suppose qu'il y ait une certaine stabilité dans la région. Or, c'est exactement le contraire de ce que veut Israël dans cette région. Oui, c'est ça. Et si on regarde simplement les chiffres, la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours à peine, l'examen interne du département de la Défense a estimé le coût de la guerre à 100 milliards de dollars. Ça a augmenté. Souvenez-vous, au départ, c'était 30 milliards, et maintenant on en est à 100 milliards. À mon avis, c'est dérisoire. Je pense que la guerre finira par coûter environ 10 fois plus, donc autour d'1 trillion de dollars. Quand on regarde les analyses faites par ceux qui calculent le coût des guerres, que ce soit l'Afghanistan, le Vietnam, l'Irak, peu importe, ce sont des experts dans ce domaine. Ils font leurs estimations et tous arrivent à des chiffres proches d'1 trillion de dollars. Et cela en supposant bien sûr qu'aucune des bombes à retardement dont j'ai parlé ne se déclenche. Au fait, un autre point dans cette histoire de 80-20, auquel je donnerais 20% de probabilité et que je mettrais sur ma liste, c'est le désarmement du Hezbollah. Ça n'arrivera pas. Et maintenant, les États-Unis affirment qu'ils vont envoyer des troupes américaines au Liban pour désarmer le Hezbollah. Ils ont menacé de le faire. Et ça, c'est une autre bombe à retardement, parce qu'on finirait avec une guerre civile ouverte au Liban, ce qui rejoint ta théorie du chaos. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour se défendre du chaos. Le chaos sert à étendre et à mettre en œuvre une stratégie du Grand Israël pour s'approprier plus de terres. Et il y a un autre aspect d'ailleurs. Tu penses vraiment que les colonies illégales en Cisjordanie, tu crois qu'ils vont se retirer de ces terres? Ça n'arrivera pas. Il y a environ 800 000 colons en Cisjordanie. Il n'y a aucune chance qu'ils s'en retirent. On est dans une situation très instable. Regardez le Brésil, par exemple. Quelle est la grande nouvelle qui vient du Brésil, vue depuis les États-Unis? Trump impose un tarif de 25% sur toutes les importations en provenance du Brésil. Enfin, pas toutes, mais la plupart. En réalité, c'est une taxe sur les consommateurs américains. C'est une mauvaise affaire pour les États-Unis et c'est une mauvaise affaire pour le Brésil. Mais en plus, ça revient à ce que les États-Unis s'ingèrent dans les affaires politiques internes du Brésil. D'ailleurs, à mon avis, ça va donner un gros coup de pouce à Lula. Ça aide la gauche. C'est contre-productif. Donc ce n'est pas logique. Franchement, ceux qui conseillent là-dessus sont tout simplement stupides. Si vous êtes contre Lula et contre la gauche au Brésil, pourquoi adopter une politique qui l'aide? Et d'ailleurs, c'est encore un exemple de Trump qui donne une véritable leçon dans l'art de se faire des ennemis partout dans le monde. Parce que, clairement, j'en suis sûr, il est en train de se faire beaucoup d'ennemis au Brésil. Même parmi ceux qui soutenaient Trump, c'est-à-dire les partisans de Bolsonaro, je suis certain que certains commencent à se détacher à cause des droits de douane. Parce que, si vous êtes chef d'entreprise et qu'on vous impose soudainement une taxe de 25%, eh bien vous risquez de revoir votre opinion politique.
you might change your idea about politics. I think that's happening. Je pense que c'est en train d'arriver. Oui, c'est en train d'arriver. Ce que vous avez mentionné à propos du cas du Brésil, ça se produit à cause des politiques de l'administration Trump. D'un côté, ils disent qu'ils soutiennent, vous savez, certains groupes plutôt que d'autres, la gauche, la droite, tout ça. Mais au final, on voit bien que ces politiques vont à l'encontre du Brésil en tant que pays. Ce n'est pas une question de quand, et les gens ressentent que la manière dont il agit, je ne sais pas, même pour les États-Unis, ce n'est pas vraiment dans leur intérêt. It's not in favor of the United States. That's why. Non, ça n'aide pas du tout les États-Unis. Au contraire, ça leur fait du tort. Mais souvenez-vous, les droits de douane, c'est comme des sanctions. Ce sont en réalité des armes de guerre. Quand on vise quelqu'un et qu'on lui impose un droit de douane, comme on le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'économie, on transforme simplement quelque chose qu'on appelle un droit de douane en arme. C'est exactement comme une sanction. Et quand on se fait tirer dessus avec un droit de douane ou avec une sanction, qui est l'ennemi? C'est celui qui tire. Et que fait-on dans ce cas? On se regroupe, on se défend. C'est pour ça qu'on sait que tout ça, je suis certain, je n'ai pas regardé les sondages des derniers jours au Brésil, mais je suis sûr que ça a renforcé la position de Lula. I'm certain it's strengthened Lula's position. It is. You're right. Your assessment Oui, is c'est vrai. totally. Vous avez tout à fait raison. Votre analyse est vraiment juste. I wanna J'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur la manière dont les États-Unis perçoivent l'Asie de l'Ouest. Il y a des gens qui avancent un contre-argument à ce qu'on vient de dire. L'un d'eux, c'est que peut-être les États-Unis veulent justement ce genre de chaos. Peut-être qu'ils cherchent à dominer l'Asie de l'Ouest. Et la principale raison serait la montée en puissance de la Chine et leur volonté de la contenir. Vous avez mentionné le cas du Venezuela. Si on parle de l'Asie de l'Ouest et du contrôle du détroit d'Ormuz, cela reviendrait à une situation où la Russie contrôlerait environ 11% du pétrole mondial. Le détroit, lui, représente entre 20 et 30%, ce qui est énorme pour le marché du pétrole et de l'énergie. Alors, quelle est votre lecture de tout ça? Est-ce qu'ils croient vraiment qu'une opération militaire pourrait leur donner ce type de domination? Ou bien, s'ils cherchent à l'obtenir, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de voir ou de gérer la situation en Asie de l'Ouest? To the way they see the situation in the West Asia. They see it. It goes back to Ils le voient. imperial thinking. Ça remonte à une mentalité impériale, à une mentalité coloniale. Mais au fond, c'est une question de contrôle des ressources. C'est ça le vrai sujet. Et là, on touche au droit de propriété, à l'immobilier. Ce que je disais à propos des frontières, si on s'entend sur les limites et qu'on s'engage à ne pas interférer dans les affaires intérieures des autres, alors il n'y a jamais de guerre. Mais il y a beaucoup de guerres quand on veut contrôler quelque chose que quelqu'un d'autre considère comme sien et dit « Non, c'est à moi, je ne veux pas que tu le contrôles ». C'est donc l'aspect principal de tout ça. Et c'est lié à ce grand mouvement vers la démondialisation. Pour le Brésil, d'une certaine manière, ce sera bénéfique. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on entre dans un super cycle de hausse des prix des matières premières. Parce que si on balkanise le monde entier, qu'on démondialise et qu'on ralentit le commerce, et qu'en plus le nationalisme revient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun veut constituer des stocks de précaution pour toutes ces matières premières, au lieu d'échanger librement. Autrement dit, aujourd'hui, avec le libre-échange, on n'a pas besoin d'avoir de gros stocks, parce qu'on peut aller sur le marché et acheter ce dont on a besoin sans difficulté. On n'a pas à s'en inquiéter. Mais si on doit commencer à s'en préoccuper, eh bien, il faut se rappeler que la Chine contrôle toutes les terres rares et qu'elle gère presque tout le traitement des matériaux critiques dans le monde aujourd'hui. La Chine contrôle tout ça. In the world now, China controls. Well, maybe we better have
Eh bien, peut-être qu'on ferait mieux de faire un inventaire préventif de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des demandes un peu exceptionnelles qui exigent davantage de ces produits et du coup, on en garde plus en stock. Forcément, ça fait monter les prix. Donc, d'une certaine manière, tout dépend de quel côté le pain est beurré. Mais si on se place du côté du Brésil, qu'est-ce que fait le Brésil? Il produit énormément de matières premières. C'est un pays de matières premières, tout simplement. Donc, d'un point de vue strictement économique, c'est plutôt bénéfique pour le Brésil. Ça améliore ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire le rapport entre le prix des importations et celui des exportations. Et les prix à l'exportation, je pense que les termes de l'échange vont devenir plus favorables et le sont déjà pour le Brésil, parce que les prix des matières premières augmentent. Et ils montent pour toutes sortes de raisons. Mais l'une d'elles, c'est tout simplement une question d'offre et de demande, comme je l'ai expliqué. Si le monde se fragmente, se démondialise, qu'il y a moins d'échanges, eh bien, on cherche à avoir des niveaux de stock de précaution plus élevés pour se protéger au cas où quelqu'un vous couperait l'accès. Et si, tout à coup, vous ne pouvez plus aller sur le marché pour acheter quelque chose, il vaut mieux en avoir un peu en réserve. On l'a bien vu pendant la guerre du Golfe, parce qu'en Asie, certains pays comme les Philippines, par exemple, ou l'Indonésie, n'avaient quasiment pas de capacité de stockage. Singapour, par exemple. La Malaisie. Ils avaient des stocks vraiment très faibles et les prix ont flambé. D'ailleurs, la Chine les a en partie sauvés, parce qu'elle leur vendait du pétrole brut. L'Inde, c'était pareil. L'Inde avait aussi très peu de réserves de précaution ou de stock. Let me ask you a different question. Donald Trump wrote a book Laissez-moi vous poser une autre question. that says the art of the Donald Trump a écrit un livre intitulé « L'art de la négociation ». Et dans ce livre, l'accord dont il parle concerne surtout sa vie personnelle et ses affaires. Mais quand on parle de pays, des relations entre pays, des discussions entre pays, si on parle de la Russie et des États-Unis, ou de l'Iran et des États-Unis, c'est une toute autre histoire. Ces gens-là ne se concentrent pas vraiment sur l'économie. Leur attention est tournée vers les questions géopolitiques, la position, la géographie, les enjeux stratégiques. Ils ont traversé beaucoup de situations ensemble, la région et l'importance stratégique de cette région. Et ce n'est pas un accord simple, ni un accord simplifié à conclure entre les deux pays. On a vu ce qu'on a vu avec l'administration Trump. Il n'y a pas de compétences, pas de négociateurs, pas de diplomates dans cette administration. Donc, aucune négociation n'a lieu. D'un autre côté, ils veulent conclure un accord avec la Russie, par exemple. Vous voyez, jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Pourtant, Donald Trump en parlait avant même d'être élu, en disant « En 24 heures, je mettrai fin à la guerre en Ukraine ». Rien ne s'est produit jusqu'ici. À mon avis, l'Iran et la Russie en arrivent au point où il n'y aura plus de solution politique possible en discutant avec les États-Unis sur ces questions. Ce sont des questions existentielles pour les deux pays, que ce soit à propos de l'Ukraine, de l'Iran ou surtout de la guerre en Israël. Ils considèrent vraiment ces enjeux comme vitaux. Du côté des États-Unis, tout tourne autour du contrôle de la région, ou du moins de la capacité à y garder une certaine influence. Et la question c'est, comment cela va-t-il peser sur l'économie mondiale dans son ensemble? C'est une façon de penser liée à l'idée de l'Amérique comme superpuissance. Parce que, selon moi, c'est ce que tout le monde se demande aujourd'hui. Même les pays du Golfe, qui font partie de ce que les États-Unis appellent leurs alliés en Asie de l'Ouest, ou encore les Européens, tous sont en train de revoir leur position. On a d'ailleurs entendu Macron dire qu'on ne peut plus vraiment compter sur les États-Unis.
We cannot rely on the United States anymore. We have to do something about Europe. But Il faut qu'on fasse quelque chose à propos de l'Europe. Mais si j'en parle, c'est parce que les gouvernements de ces pays se demandent quel sera l'avenir, vu la façon dont les États-Unis se comportent en ce moment. Je veux dire, avec la Russie comme superpuissance, quand on ne recule pas, qu'on continue à fournir à l'Ukraine des armes, de l'argent, des missiles ou du renseignement, ça veut dire qu'on ne veut pas que cette guerre se termine, ou qu'on ne cherche pas vraiment à y mettre fin. Et la même chose se passe en Asie de l'Ouest, avec le détroit d'Ormuz. Alors, comment tout ça va-t-il influencer l'image des États-Unis, avec le temps, dans un avenir proche et à plus long terme? Eh bien, la réponse, c'est qu'on voit déjà un basculement, un éloignement des États-Unis et surtout un mouvement vers la Chine. Je l'ai d'ailleurs mentionné au début de notre discussion. L'approbation internationale de la Chine est aujourd'hui plus élevée que celle des États-Unis, ce qui est assez incroyable, mais c'est un vrai tournant, un vrai changement. Voilà ce qui se passe, globalement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, bien sûr, c'est qu'il est très difficile de se détacher des États-Unis. C'est la superpuissance mondiale. Il y en a d'autres, comme la Chine et la Russie, mais il faut se rappeler que le marché des capitaux mondial se trouve aux États-Unis, tout comme le marché financier et la monnaie internationale. Et cette monnaie internationale, le dollar américain, eh bien, si on regarde tous ses usages, son utilisation continue d'augmenter. Sa part augmente, elle ne diminue pas. Donc la domination du dollar américain progresse en pourcentage du total. L'euro, lui, recule un peu, tandis que le yuan chinois monte assez nettement. Mais il part d'une base tellement faible que pour l'instant, ça ne pèse pas vraiment lourd. Voilà le tableau. Ensuite, beaucoup de pays cherchent à s'éloigner des États-Unis. Le Canada, notre voisin du Nord, en est un bon exemple. Le Mexique, au Sud, en est un autre. Et plus on descend la liste, plus on voit des pays qui essayent de prendre leur distance. Mais ce désengagement est très difficile à mettre en œuvre. Et ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point, c'est que le prochain livre que Trump écrira, s'il était honnête, s'intitulerait « L'art du mauvais deal ». Et là, on touche à la question existentielle que vous avez soulevée. Si vous avez en face de vous quelqu'un, dans une opération commerciale, pour qui c'est une question de vie ou de mort, soit l'entreprise continue, soit elle fait faillite, c'est très différent de traiter avec quelqu'un qui se dit « Bon, si je ne conclus pas cet accord, tant pis, je continue, je reste en activité, je gagne de l'argent et je ferai affaire avec quelqu'un d'autre. » C'est pas du tout la même situation. Quand vous avez un acteur existentiel de l'autre côté de la négociation, c'est un tout autre jeu. Et l'art de conclure un accord n'a rien à voir avec le fait d'avoir un acteur existentiel en face. Là, c'est juste du business. C'est un état d'esprit complètement différent. Et quand on parle d'existentiel à propos de l'Iran, ça veut dire quoi? Qu'ils se battront jusqu'à la mort. Maintenant, regardons ça du point de vue américain. La guerre est déjà très impopulaire aux États-Unis. Et vous pensez qu'on va continuer à monter les marches de l'escalade? Qu'on va s'engager dans une guerre sans fin? Qu'on va s'enliser dans quelque chose comme le Vietnam? On n'en est pas encore là, bien sûr. Mais au Vietnam, de temps en temps, il y avait 500 000 personnes qui descendaient à Washington pour protester contre la guerre. Et c'est cette résistance populaire qui, au bout du compte, nous a fait sortir de là. Aujourd'hui, ce mouvement n'existe pas. On le voit dans les sondages, oui, mais on n'a pas 500 000 personnes à Washington en train de manifester contre la guerre en Iran. Oui.
Merci beaucoup, Steve, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Toujours un plaisir. Ravi d'être avec vous, comme toujours. Usual.